Les trois premières puissances de l'UE soutiennent les aspirations pro-européennes de l'Ukraine. Le président français Emmanuel Macron, le chancelier allemand Olaf Scholz et le premier ministre italien Mario Draghi ont rencontré à Kiev le président ukrainien Volodymyr Zelensky pour entendre de vive voix ce qu'il réclame de loin depuis des mois. Le soutien à l'intégration de l'Ukraine à l'UE serait la principale manifestation de notre position commune, coordonnée et forte. L'histoire européenne telle qu'elle s'est déroulée soutient votre réponse positive aux aspirations ukrainiennes. Le statut de candidat à l'UE pour l'Ukraine pourrait historiquement renforcer la liberté en Europe et devenir l'une des décisions européennes clés de ce premier tiers du XXIe siècle. Le président français, critiqué pour avoir dit qu'il ne fallait pas humilier la Russie, soutient une entrée dans la famille européenne. Tous les quatre, nous soutenons le statut de candidat immédiat à l'adhésion à l'Union européenne pour l'Ukraine. Ce statut sera assorti, nous l'avons dit tous ensemble, d'une feuille de route et impliquera aussi que soit prise en compte la situation des Balkans occidentaux et du voisinage en particulier de la Moldavie. Le chancelier allemand, également critiqué pour sa mollesse envers la Russie, a rappelé le changement radical opéré par son pays. Nous soutenons l'Ukraine dans la défense de sa souveraineté et de son intégrité territoriale. L'Allemagne a inversé sa tradition et nous avons décidé de fournir des armes à l'Ukraine et nous continuerons à le faire aussi longtemps que l'Ukraine en aura besoin. Les 27 doivent prendre une décision sur le processus d'adhésion à l'unanimité lors du sommet européen des 23 et 24 juin prochains. En Ukraine, depuis plusieurs semaines, les combats se concentrent sur Severodonetsk et Lysychansk. Ces deux villes voisines représentent une importance clé pour le contrôle du Donbass. À Lysychansk, ce jeudi, une frappe aérienne russe aurait fait au moins 3 morts et 7 blessés parmi les civils, selon le gouverneur de la région, qui accuse Moscou de cibler les bâtiments qui abritent des civils. La quasi-totalité des infrastructures de la ville a été détruite. Les occupants russes qui avancent en direction de Severodonetsk continuent de tirer sur les unités de nos troupes avec les armes qu'ils ont à leur disposition. Ils sont dans les zones de Bilohorivka, Lysychansk et Severodonetsk. L'ennemi ne tente pas d'établir un contrôle total sur la ville de Severodonetsk, mais il poursuit ses attaques. Les combats continuent. Cette guerre, qui a déjà provoqué d'importantes pertes humaines, ne montre aucun signe de ralentissement. Dans son communiqué de ce jeudi, le ministère russe de la Défense a déclaré que les forces russes auraient tué plus de 280 soldats ukrainiens à Donetsk. Quant aux autorités ukrainiennes, elles parlent de lourdes pertes dans les deux camps, mais aucun chiffre n'a été communiqué. Au-delà des pertes humaines, Moscou affirme également avoir détruit 2 postes de commandement ukrainiens, 2 systèmes de lancement de roquettes multiples, un avion de chasse Su-25, 6 chars et 3 dépôts de munitions appartenant à Kiev. La défense du Donbass est vitale pour Kiev car son issue donnera une indication sur la suite de la guerre. La Hongrie est prête à des compromis avec la Commission européenne. Le ministre hongrois en charge des fonds européens assure à Euronews que le gouvernement veut faire un geste pour toucher sa part du plan de relance de l'Union. Budapest a soumis l'année dernière sa stratégie afin de pouvoir toucher les 15 milliards d'euros prévus sous forme de prêts et de subventions. Mais la Commission n'a toujours pas donné son feu vert. Elle a récemment approuvé le plan polonais, laissant désormais la Hongrie seule dans l'attente d'une réponse de l'institution. J'espère que ce changement, qui est en fait ma nouvelle nomination ministérielle, permettra de donner un nouvel élan aux négociations. Étant donné que la Hongrie est le dernier pays membre à ne pas avoir signé d'accord de plan national de relance avec la Commission européenne, notre but est d'accélérer le plus possible les négociations pour pouvoir signer un compromis d'ici la fin de l'année. La situation économique hongroise se dégrade. La monnaie nationale, le forin, chute. En réponse, le gouvernement annonce de nouvelles taxes et des coupes budgétaires pour réduire le déficit qui s'accentue. Pour les experts, Budapest a besoin de moyens venus de l'extérieur.
La Commission demande au gouvernement hongrois des efforts supplémentaires pour rendre la lutte contre la corruption plus efficace. Elle veut aussi des changements dans le système de distribution des fonds européens. La Hongrie semble désormais prête à franchir ce pas. En ce qui concerne les appels d'offres publics et les problèmes de corruption, nous pouvons proposer des mesures sur lesquelles les experts de la Commission sont capables de se mettre d'accord. J'espère avoir également un accord au niveau politique. Ces mesures sont actuellement en train d'être peaufinées. Si la Hongrie ne parvient pas à s'entendre avec la Commission européenne d'ici la fin de l'année, 70% des fonds du plan de relance hongrois seront alors perdus. La rue située en face de l'ambassade d'Arabie Saoudite à Washington a été rebaptisée mercredi au nom de Jamal Khashoggi, le journaliste saoudien assassiné dans le consulat de son pays à Istanbul en 2018. Pourtant accusé par le renseignement américain d'avoir validé cet assassinat, le prince héritier Mohammed Ben Salman recevra le président américain Joe Biden mi-juillet. Après des procès aux États-Unis, c'est au Royaume-Uni que l'acteur Kevin Spacey est poursuivi pour agression sexuelle par 4 hommes. Certains faits auraient été commis dans le quartier de Londres où se situe un théâtre dont Kevin Spacey fut directeur artistique. Devant un tribunal londonien ce jeudi, la star de House of Cards a démenti vigoureusement les accusations contre lui. McDonald's paye le prix fort pour échapper en France à des poursuites pénales pour fraude fiscale entre 2009 et 2020 et s'évite ainsi un procès. Le géant de la restauration rapide paye une amende de 1,25 milliard d'euros. Après plus de 6 ans d'enquête, la justice a démontré que McDonald's avait diminué artificiellement à partir de 2009 ses bénéfices en France, ce qui lui permettait de payer moins d'impôts. Des températures étouffantes qui dépassent déjà en Espagne les 40 degrés. Les pays de l'Ouest et en particulier le Portugal, la France et l'Espagne sont les plus durement touchés par la vague de chaleur qui s'est abattue sur l'Europe. La canicule peut avoir des effets sur notre santé mais aussi sur nos moyens de transport. En France, la SNCF a été tenue de faire ralentir ses trains à cause de l'impact de la chaleur sur les rails et les caténaires. On a des phénomènes de dilatation qui sont liés à la température, tant dans le rail que dans la caténaire. Ces températures sont au-delà du seuil de 45 degrés qui nécessite l'application des limitations de vitesse. Les enfants aussi ont du mal à supporter la chaleur. Dans le sud de l'Espagne, ils peuvent quitter l'école plus tôt. Il était devenu trop difficile de se concentrer aux heures les plus chaudes de la journée, dans des classes rarement équipées de climatisation. Les élèves ne viennent pas en classe parce qu'ils ont trop chaud. J'ai une classe de 27 élèves et seulement 8 sont venus. Ces vagues de chaleur sont vouées à devenir de plus en plus fréquentes et de plus en plus intenses. Dans certaines régions d'Europe, la hausse des températures contribue à rendre certains territoires complètement invivables. À Gochar, en Andalousie, la rivière s'est vidée de son eau et le village de ses habitants. C'est la seule zone semi-aride, enfin le seul désert d'Europe de l'Ouest. Donc nous avons l'habitude de vivre avec peu d'eau. Nous pouvons continuer à vivre avec peu d'eau, mais rien ni personne ne peut vivre sans eau. D'après le ministère de la Transition écologique espagnol, 75% du pays est à risque de désertification. Et cette statistique risque de s'aggraver dans les prochaines années. C'est l'épilogue d'une guerre faisant sans doute partie des plus amicales de l'histoire. Le Canada et le Danemark se sont mis d'accord pour se partager une petite île située au large du Groenland, territoire danois autonome. Le différend remontait à 1973, au moment de la mise en place d'une frontière maritime. Depuis, l'île Dance, d'une superficie de 1,3 km², était revendiquée par les deux pays. Si bien qu'à chaque visite de ce morceau de terre, chaque camp laissait derrière lui un petit souvenir, un drapeau, une bouteille de whisky ou une bouteille de schnapps. Le conflit, connu sous le nom de guerre du whisky, est donc bel et bien terminé. Et il est désormais l'heure de trinquer pour les ministres des Affaires étrangères canadiens et danois. Mais attention, la silhouette de l'île en forme de rein est là pour rappeler que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé.